Regardez, donc on va le faire au pied. Je vais inscrire le nom. Bonjour. 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 Sophie, tu nous entends? Bonjour, oui, je vous entends bien. Bonjour Sophie. Juste, Sophie, je fais un essai je m'assure que les choses sont coordonnées. Ouais. Là, tu m'entends de nouveau, Sophie? Oui. Ok. Très bien. Bonjour. 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 Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour. Sophie, Sophie, tu restes connectée de ton côté? S'il y a Oui, quelque je chose reste en ligne. Par contre, j'ai D'accord. l'impression que j'ai pas la main sur les entrées. Non, J'ai pas de petites fenêtres qui arrivent. ça rentre automatiquement. Ok. C'est très bien. Ouais. C'est quoi que ce soit, Sophie, je reste en Teams à côté. Donc, s'il faut m'alerter, tu m'alertes. Ouais, j'ai mon téléphone. Super. Je propose que l'on attende peut-être 5 petites minutes parce que normalement, vous êtes une soixantaine d'inscrits. Je vois qu'il y a des participants qui augmentent. Nous sommes une trentaine environ. Donc, vous en dites qu'on attend 5 minutes? Parfait.
Excusez-moi, avant de démarrer, on me dit qu'on nous voit flou et que la voix est confirmée. C'est bon pour vous? Non, non, c'est tout. Nous, hein. On C'est se bon? sent bien. Bon, très bien. Merci. Bonjour vous toutes et tous, on est ravis avec Anne-Claire Val en tant que qualité de vice-présidente de la CRES, de vous accueillir pour ce lancement de réseau régional de lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du pacte des solidarités. Je vous en dirai deux mots. Ce n'est pas à vous que je vais dire les enjeux de travailler dans cette région, la question de la lutte, enfin de la prévention et de la lutte contre la pauvreté. On est malheureusement la troisième région métropolitaine la plus pauvre de France, la deuxième la plus inégalitaire. On a plus de 850 000 personnes pauvres, hein, c'est ce que ça représente. Imaginez une ville comme Marseille, hein, vous ne réuniriez que des personnes précaires. Donc sur cette question de la précarité énergétique, de la transition écologique solidaire ou toute, eh ben, ces personnes vaut et valent que nous mobilisions. Et vous êtes présents aujourd'hui pour cette mobilisation et je tenais déjà, en ma qualité de commissaire à la lutte contre la précarité, excusez-moi, je viens de voir un message, en ma qualité de commissaire à la lutte contre la pauvreté, à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Alors attendez, il y a un petit message, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être qu'il y a un problème. Ah, on ne m'entend pas bien et il y a un écho. C'est ça? Et le son, on ne pourra pas mieux faire parce que ça vient de l'objet au milieu de toutes les deux. Et nous, on vous entend bien et l'image paraît correcte. En tout cas, on entend alors, vos propos, Yolande. Je vais essayer de monter la voix, mais vous aurez compris que je suis un peu malade aujourd'hui, donc je vais faire mon possible pour être audible et compréhensible aussi, parce que quand on est malade, on ne l'est pas toujours. Vous m'entendez mieux là? Bon, on va aller.
Merci Virginie de m'avoir fait signe. Donc, vous remercier pour votre mobilisation aujourd'hui et vous redire cet enjeu de la prévention et de la lutte contre la pauvreté dans une région comme la mienne et tout particulièrement sur le sujet qui nous occupe. Vous le savez mieux que moi encore, sur cette question de la transition écologique, les plus pauvres, on peut dire que c'est la double peine qui, si nous ne nous mobilisons pas, les attend. Ils sont moins contributeurs aux effets du changement climatique. L'empreinte carbone moyenne des 10% des classes les plus aisées est 4,5 fois supérieure à celle des 50% les plus pauvres. Et pourtant, ils sont confrontés encore plus fortement aux conséquences de ce changement climatique et de la dégradation de l'environnement par une vulnérabilité plus forte aux effets de la pollution climatique. Je sais que l'ADEME est présent avec Monsieur Gauguin, on en discute souvent des effets sur la pollution, par l'impossibilité d'accéder à une alimentation saine, à un coût supportable, par les difficultés de mobilité qui impactent notamment l'accès aux droits, et par le sujet d'aujourd'hui, qui est dans le cadre de conditions d'habitat souvent de moins bonne qualité, ils sont plus sujets aux aléas climatiques, et les aléas climatiques, certains d'entre eux avaient signifié que 20% des Français ont souffert du froid dans leur logement. Chez nous, c'est souffrir du froid et souffrir du chaud aussi. Et on le sait, l'Observatoire national de la précarité énergétique nous l'a redit, 10,5% des Français souffrent de cette précarité énergétique. Donc, on est dans un contexte de mobilisation en faveur de la lutte contre la pauvreté, de mobilisation pour atténuer les effets du double peine sur la transition écologique et tout particulièrement sur cette question de la lutte contre la précarité énergétique. Mais c'est vraiment dans cet ensemble que je resitue notre action et pas seulement sur la petite lorgnette de la précarité énergétique, aussi importante soit-elle. Alors, vous le savez, ou ne le savez pas, mais ce réseau, il s'inscrit dans cette dynamique du pacte des solidarités. Et peut-être, je vois plein de noms et je suis absolument ravie que je ne connais pas forcément. Donc, je me dis que peut-être plusieurs d'entre vous ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière le pacte des solidarités. Alors, vous pouvez me faire oui ou non de la tête comme ça, je vois des petits carrés, mais en tout cas, je pars du principe que vous avez besoin que je vous dise 2 mots, parce qu'il faut être pour, sur le pacte des solidarités. Anne-Claire pourra en témoigner. Merci à la CRES d'avoir répondu présent quand je leur ai dit, bon, moi, dans le pacte des solidarités, j'ai un petit sujet sur la transition écologique, et quand je dis petit, si vous avez compris une façon de dire les choses, et dans ce petit sujet, j'en ai un sur la précarité énergétique. Alors, on va remonter nos manches, Anne-Claire, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire, et aujourd'hui, on est là ensemble. Alors, le pacte des solidarités, pour qui ne connaît pas, succède à la précédente feuille de route en matière de lutte contre la pauvreté, qui s'appelait la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018-2023. Et donc, dans ce deuxième quinquennat, nous sommes à vouloir agir encore plus fortement, en étant dans le prolongement de ce qu'on a fait sur la stratégie et la lutte contre la pauvreté, mais en plus dans cet esprit de pacte, et cet esprit de pacte, il nous réaffirme d'entrée de jeu cet enjeu à faire ensemble. Comme la précédente stratégie, on est quand même dans une politique qui a plusieurs leviers d'action, qui s'inscrit et s'attaque à la reproduction de la pauvreté dès les premières années. Donc, on a une attention particulière sur tous les sujets de la petite enfance, du décrochage scolaire, de l'autonomisation des jeunes précaires, qui réinvestit les politiques d'accompagnement des plus vulnérables pour favoriser leur emploi dans le cadre de France Travail, qui s'attaque à la question de lutter contre le non-recours et faciliter l'accès aux droits, les droits sociaux, mais on pourra parler par exemple du chèque énergie, de ma prime rénov également, et petite, et là aussi un euphémisme, nouveauté, il introduit, ce qui n'était pas le cas de la stratégie et de prévention et de lutte contre la pauvreté, la question de la transition écologique et solidaire. C'est-à-dire que dans le pacte des solidarités,
nous avons une attention particulière sur cette question de la transition et sur plusieurs domaines. La question, évidemment, de l'alimentation durable, en soutenant par exemple les programmes Mieux manger pour tous, la cantine à 1 euro respectueuse de la loi Egalim, la question des mobilités inclusives et solidaires, la question de la tarification sociale de l'eau et, sinon nous ne serions pas forcément là aujourd'hui, la question de la lutte contre la précarité énergétique. C'est un point d'attention fort de le pacte des solidarités et je pense que ma collègue Johanna Boeré, conseillère à la transition écologique à la délégation interministérielle, a pu nous rejoindre et elle pourra compléter mes propos si besoin. Donc, cette question de la précarité énergétique dans le pacte, on la travaille à plusieurs niveaux. Il y a des mesures nationales, forcément. Parmi les mesures nationales, je peux pointer la question du chèque énergie. Il y a encore trop de non-utilisation du chèque énergie, y compris dans une région comme la nôtre. Il faut aller vers, on est utopiste, mais ça fait du bien d'être utopiste, 100% d'accès au droit. D'accord? Il y a cette question, elle a toute sa place dans les contrats locaux des solidarités. Alors, qu'est-ce que c'est que les contrats locaux des solidarités? Dans le cadre du pacte des solidarités, nous agissons main dans la main avec les collectivités. Nous avons donc des contractualisations avec les 6 départements de cette région, les 3 métropoles et, chose exceptionnelle puisque c'est à un niveau communal, avec la ville de Marseille. Et dans les contractualisations, dans les contrats locaux des solidarités, le référentiel qui nous guide pour choisir et pour mettre en place des actions avait une orientation sur la lutte contre la précarité énergétique en portant attention sur 2 points. La question, en fait, de la plateforme de précarité énergétique, savoir mieux repérer les personnes qui sont confrontées à cette précarité énergétique. La question du diagnostic, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire être non seulement capable de les repérer, mais après être capable d'aller, y compris à domicile, pour réaliser un vrai diagnostic socio-technique. Et la question, évidemment, des solutions, y compris des éco-gestes qu'il peut y avoir derrière. Donc, des dispositifs comme, excusez-moi, le SLIM, qui est un dispositif particulier et qui est sur ces 3 points, a par exemple tout à fait sa place dans les contrats, et si ce n'est ce dispositif, son petit voisin ou son esprit également. Et puis l'autre point d'attention dans les contrats locaux des solidarités, c'est, excusez-moi, c'est sur le FSN, pour renforcer l'action du FSN. Aujourd'hui, nous avons quasiment fini les contractualisations avec les collectivités. Je suis vraiment navrée de mes tout-sautements. Je peux prendre l'exemple, par exemple, du 04 Alpes-de-Provence, du Vaucluse ou de Toulon Méditerranée-Provence, TPF. On a mis le renforcement du suivi. Je sais pas si je vais arriver à finir. Et avec le conseil départemental avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, nous mettons en place des référents précarité énergétique dans toutes les maisons départementales des solidarités. Donc, c'est un sujet dans les contractualisations. Je suis désolée, il paraît que le son est mauvais. Et je ne peux pas trop, j'arrive pas à parler plus fort du fait de mon problème. Peut-être juste approcher l'interphone entre vous deux ou devant la personne qui parle. Est-ce que si on parle comme ça, c'est mieux? Le Secours catholique du Vaucluse, vous avez... Bon, apparemment, c'est selon le cas. Donc, je vous disais, pour ceux qui ne m'ont pas bien entendu,
l'attention portée au sujet de la transition écologique et solidaire dans le pacte des solidarités, dans la transition écologique et solidaire et dans le pacte des solidarités, l'attention plus particulière sur la précarité énergétique, et dans ce cadre-là, l'intégration d'actions dans les contractualisations que nous avons avec les départements, les métropoles et la ville de Marseille, pour ceux qui n'auraient pas entendu. Mais nous ne nous arrêtons pas là, et nous ne souhaitons pas nous arrêter là, d'où l'importance de ce réseau qui se met en place. Le pacte des solidarités, il a vocation aussi à se décliner localement dans un engagement qui rassemblerait le plus grand nombre, dans ce qu'on appelle des pactes locaux de solidarité. Chaque année, on choisirait une ou deux priorités, et dans ces priorités, quelques projets de territoire forts. C'est peut-être un peu juste pour 2024, mais ce réseau-là, au-delà de produire de l'interconnaissance, et je sais qu'il y a quand même déjà eu un réseau régional énergie et précarité dans cette région qui a aidé à la visibilité, à donner de la visibilité de ce qui se faisait. Donc là, on a l'enjeu d'aller encore plus loin en repartant peut-être des bases de ce réseau. Peut-être Virginie Vieri, vous nous en direz deux mots. Et aller plus loin pour pouvoir voir comment faire mieux, comment agir. Et éventuellement, dans l'esprit de peut-être en 2025, qui sait, avoir un ou deux projets intéressants qui pourraient nourrir un pacte local des solidarités. C'est ce que je voulais vous dire en préambule, avant de laisser la parole à Anne-Claire Bell, qui vous expliquera un petit peu le fonctionnement de ces réseaux. Toutes mes excuses, à la fois pour la qualité du son et pour ma piètre prestation, compte tenu de mon état de santé, où j'ai eu un peu de mal à forcer la voix. Merci à vous. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans les locaux de la CRES. Pour rebondir sur ce que disait Yolande Eskenazi, la transition écologique ne peut pas se faire en laissant de côté les plus précaires. La transition écologique, c'est important pour la CRES et c'est important pour nous tous qu'elle soit solidaire. Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir dans le cadre du lancement de ce réseau lutte contre la précarité énergétique. Ce que disait Yolande, c'est qu'effectivement, alors vous le savez peut-être si vous travaillez sur ce sujet-là ou encore sur le territoire PACA depuis quelques années, entre 2008 et 2016, me semble-t-il, avait été mis en place un réseau régional énergie et précarité qui avait eu pour vocation, entre autres choses, mais bon, une fois de plus, Virginie, on te laissera la parole après, qui avait eu donc vocation à définir ce qu'était la précarité énergétique, recenser les acteurs, informer sur les dispositifs existants. Depuis 2016, le contexte législatif et territorial, d'ailleurs, a beaucoup changé. On est beaucoup en région à avoir des initiatives différentes, des démarches innovantes. La précarité énergétique, nous savons maintenant la définir. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter là. L'heure n'est plus au recensement, mais l'heure est vraiment à l'action. L'objectif de ce réseau que du coup Yolande Eskenazi, dans le cadre du pacte des solidarités et la CRES souhaitons mettre en place, c'est de mettre en place en fait une instance de dialogue et d'échange qui permettrait de multiplier en région les bonnes pratiques existantes et les dispositifs innovants. Aujourd'hui, c'est pour ça que vous n'avez pas de PowerPoint. On s'est dit que le son, c'était suffisamment embêtant pour vous rajouter un PowerPoint. Je vais faire appel, nous allons faire appel, pardon Yolande, à votre avis, parce que nous sommes là pour co-construire ensemble les modalités de fonctionnement du réseau. Nous avons envisagé de mettre en place un réseau qui nous permettrait de nous réunir régulièrement, à savoir à concurrence d'une fois par mois. Alors peut-être à compter de septembre en raison des emplois du temps très chargés de tout le monde, mais ça, on fera un petit tour d'écran et on verra ensemble par la suite. Donc des formats de visio d'1 heure, 1h30, de manière à être certain que ce réseau soit un réseau régional et que tout le monde puisse y participer. Dans ce réseau seraient abordées des thématiques
L'idée dans ce que je viens d'aborder, de favoriser les échanges et de multiplier les dispositifs innovants en région, c'est pas à nouveau de faire venir témoigner des acteurs de SLIM, des acteurs de PIG. L'idée est vraiment d'aborder les sujets de la précarité énergétique dans le cadre de thématiques qui touchent notamment les habitants. Yolande, tu parlais tout à l'heure effectivement du repérage. Donc, on pense effectivement donc, à tout ce qui est repérage, aux besoins d'accompagnement des plus précaires, et notamment la question épineuse de l'allée verte, qui n'est pas simple pour tout le monde, les différentes modalités aussi de lutte contre la précarité énergétique qui peuvent passer au-delà des écodiags par tout ce qui va être question d'amélioration du confort thermique, bien sûr de la rénovation énergétique ou encore de tout ce qui va être travail sur la réduction des charges énergie. La question du financement des travaux, la question des modes de réalisation des travaux, que ce soit par le biais d'entreprises du bâtiment, d'acteurs de l'insertion par l'activité économique ou encore d'acteurs d'autoréhabilitation accompagnée. L'idée étant vraiment de travailler les thématiques plutôt que les dispositifs de manière à ce que vous tous qui êtes membres du réseau puissiez trouver les réponses à vos questions. Là où nous allons être très demandeuses, Yolande et moi-même, ce serait que dans le cadre de ces thématiques, vous puissiez nous solliciter pour être référent régional, c'est-à-dire que à la fin de chaque réunion qui se tiendra, des fiches thématiques seront diffusées à l'ensemble des membres du réseau. Donc, on a pour l'heure identifié 200 acteurs en région, sachant que je vous invite bien évidemment par le bouche à oreille à solliciter toute personne dans votre entourage qui pourrait être intéressée. En ayant des référents régionaux qui accepteraient de communiquer leurs coordonnées, cela faciliterait vraiment grandement les échanges et on serait vraiment sur quelque chose d'extrêmement concret, l'idée n'étant pas de faire de la réunionite aiguë. Voilà. Je pense que je vais laisser la parole en fait à Virginie avant de reprendre la main pour que je puisse écouter vos questionnements par rapport à ce que Yolande et moi venons d'aborder et que l'on puisse entrer dans le vif du sujet sur qu'est-ce que vous pourriez attendre de ce réseau de lutte contre la précarité énergétique. Virginie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, j'entends un petit écho. Est-ce que ça va, le son? Oui, nous on t'entend. Ok, très bien. Bon, merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Virginie Vieri. Là, aujourd'hui, j'interviens à titre personnel en tant qu'ancienne salariée de l'association Écopole Énergie et co-animatrice de l'ancien réseau régional énergie et précarité en PACA. Alors, tout d'abord, je vais dire que je me réjouissais vraiment du lancement de ce réseau qui, du coup, j'en suis sûre, permettra d'apporter une réelle dynamique pour sortir les ménages de cette spirale, parce qu'on n'en sort toujours pas depuis toutes ces années. Et donc, vous l'avez dit, il prend le relais de ce que nous avons développé de 2008 à 2016. Alors, très rapidement, je ne vais pas tout détailler, mais pour recontextualiser un petit peu, en 2008, les associations Écopole Énergie, Loubatas et le centre Norbert Elias, donc CNRS HESS, ont créé une collaboration recherche-action entre associations et laboratoires de recherche dans le cadre d'un appel à projet Prébat QK ANA. En fait, sur le terrain, nous, en menant nos actions d'association, on se rendait compte du développement des impayés d'énergie, les problématiques du mal logement et un contexte, si je puis dire, favorable grâce en fait au manifeste de lutte contre la précarité énergétique lancé au niveau national en 2007 qui a mis en place en fait le réseau national Rappel. Et ça nous a poussé, nous, à proposer du coup la mise en place d'un réseau à l'échelle de la région PACA. C'est ainsi que, du coup, Suzanne de Chevigné, Claire Bally, Carole Birk, Florence Bouillon, Johanne Alice et moi-même, on part dans l'aventure de ce qu'on appelait le REP. Alors, il y a eu bien d'autres personnes impliquées, Marie-Maude Gérard du GRS, Aurélien Breuil, qui était avec Écopole Énergie, mais à Solibri maintenant, plein d'autres. Et notamment, je me permets
de faire au passage un petit hommage à 2 femmes qui ont fortement contribué à ce travail et qui nous ont quittés beaucoup trop tôt, c'est Sandrine Musso et Christine Valette. Voilà, une pensée pour toutes les 2. Donc, en cours de projet, on a associé le GRES et puis la région nous a rejoints, nous a soutenus financièrement, suivi d'autres partenaires. Alors, cette collaboration et ces travaux nous ont permis de poser des bases solides, en fait, parce que le phénomène de précarité énergétique était encore très, très peu connu. Donc, à savoir de mieux comprendre le phénomène de précarité énergétique en PACA via des données chiffrées, d'analyser grâce au travail de sociologie et d'anthropologie l'expérience de la précarité énergétique et construire une typologie des diverses situations rencontrées par les ménages, mais aussi la diversité des acteurs. Évidemment, de structurer et renforcer le réseau via la coopération de nombreux acteurs. Je ne sais plus, je crois qu'on était à 500 sur la fin, mais ça s'était un petit peu élargi aussi aux alentours de la région, via des journées d'échange, journées annuelles, des comités d'experts, la liste de discussion, la transmission de fiches pratiques, etc. De capitaliser aussi des retours d'expérience pour favoriser le développement d'actions, alors via par exemple des appels à manifestation d'intérêt, en concertation avec le comité de pilotage et sur la base des besoins terrain qui étaient exprimés par les membres du réseau, et de promouvoir la prise en compte de la précarité énergétique dans les politiques publiques de l'habitat, du logement, énergie et social. Voilà, donc j'ai transmis à Anne-Claire les différents liens Internet où on peut retrouver plein de ressources et de documents, les résultats de cette collaboration très riche. Il y a le rapport de recherche soutien à l'innovation, la thèse de Johanna Liss, Ethnographie et la précarité énergétique au-delà de l'action publique des mises à l'épreuve de l'habité. Le guide, donc les travaux des associations, il y en a eu beaucoup. J'ai privilégié le lien vers la dernière production qui est la précarité énergétique en PACA, un guide pour agir, qui date de 2012. Il est certes, ça date un peu, mais il propose des méthodes intéressantes et toujours applicables à différents points de vue. Voilà, j'ai oublié aussi de parler de l'ONPE. Je vais parler du rappel aussi rapidement là. Donc, voilà. Donc, le réseau a pris fin en 2016. Je ne vais pas m'attarder sur les différentes raisons. On verra ça plus tard éventuellement si c'est le sujet. Alors, moi, du coup, je serais ravie de partager avec vous le détail de ces travaux, toutes les expériences qu'on a menées, des préconisations, voilà, je le ferai volontiers. Alors, depuis 2016, évidemment, il y a plein d'actions qui ont vu le jour à l'échelle nationale comme locale. Et celles-ci, elles sont du coup valorisées via le réseau national Rappel qui est porté par Leclerc. Il y a aussi le dynamisme apporté par le collectif Stop Exclusion Énergétique qui met en lumière aussi ces projets-là et qui fait émerger des actions impactantes. Et alors, pour ouvrir la discussion, moi, je dirais que ce que je retiens moi personnellement de ces années et de mon expérience dans le service public de la rénovation de l'habitat, c'est qu'on traite la précarité énergétique sous le prisme des dispositifs. Vous avez parlé du chèque énergie, on a parlé de la rénovation, enfin MaPrimeRénov', etc. Donc, on analyse sous le prisme des dispositifs. Enfin, on essaye de solutionner via ces dispositifs qui parfois se superposent, voire se contredisent. Donc, en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il fallait amener plus de souplesse pour adapter les réponses aux situations spécifiques des ménages qui sont encore trop nombreux à rester sur le bord de la route. Les précarités, elles sont multiples, multiformes, et donc c'est la même chose pour la précarité énergétique. Donc, la rénovation énergétique pour résorber la précarité, oui, mais voilà, ce n'est pas la solution unique. Vous en avez parlé, il y a les éco-gestes, etc. Il y a tout un tas d'actions, comment on peut les rassembler. Il y a plein de projets inspirants. Mais vous l'avez cité, les SLIM, services locaux d'intervention sur la maîtrise de l'énergie, qui sont portés par Leclerc, mis en place depuis 2013. Donc voilà, moi je mise là-dessus parce que je trouve que c'est un programme qui permet cette souplesse d'action vraiment adaptée et que il y a une dynamique de réseau multi-acteurs qui est vraiment adaptée aux besoins du territoire, aux spécificités du territoire et de ses habitants. Voilà, donc sur la région PACA, il y a plein de projets, plein d'initiatives, il y a plein de structures vraiment chouettes. Et c'est heureux de voir que ce réseau voit le jour pour optimiser tout ça. Donc, j'ai envie de dire go, c'est parti. Il y a plein de familles qui comptent sur nous. Donc, allez, au travail. Voilà, merci. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Pardon. Oui, merci beaucoup Virginie pour ton intervention. Ce que je retiens, c'est en fait ça vient corroborer ce qu'on disait sur le mode de fonctionnement envisagé de
de ce nouveau réseau, c'est que le traitement de la précarité énergétique jusqu'à présent était vu par le prisme des dispositifs, avec effectivement cette problématique parfois de superposition de dispositifs, là où il y a besoin de plus de souplesse pour appréhender les situations des ménages laissés au bord de la route. Et c'est pour ça que nous avons cette idée d'aborder nos échanges par le biais de thématiques. Oui, et si je puis ajouter quelque chose, il y a cet enjeu, me semble-t-il, en tout cas pour nous dans le Pacte de solidarité, fort de pouvoir décloisonner les mondes confessionnels, en particulier celui de l'énergie et celui du social. Dans le Pacte de solidarité, on n'est pas sur la rénovation thermique. L'État notre programme. Donc on est bien sur cette question du repérage, de l'accompagnement, de l'éco-geste et de se dire que dans les dispositifs dont vous parlez, justement, il faut aussi réintroduire de l'accompagnement social pour pouvoir aller plus fortement agir en direction des publics précaires. C'est un peu l'esprit, en tout cas, pour nous. Tout à fait, c'est pour ça qu'au sein du réseau ont été invités en termes de nombre professionnels les acteurs du social, du médico-social, les professionnels du bâtiment, les collectivités, des têtes de réseau qui accompagnent les jeunes également. Donc tout ça pour pouvoir avoir les échanges les plus vastes possibles, parce qu'il est très difficile dans nos nombres professionnels différents d'arriver à nous rencontrer dans le cadre des instances auxquelles on assiste régulièrement. Je pense qu'on va arrêter du coup ce monologue et on va peut-être vous laisser la parole. Ce qui nous intéresserait de savoir, c'est par rapport à ce que nous envisageons, qui vous a été très brièvement présenté, ce serait pour vous, quelles seraient vos attentes par rapport à la mise en place de ce réseau, que ce soit en termes de fonctionnement ou en termes de fonds au niveau des échanges. Alors, qui se lance ? Pour qu'il y ait un deuxième, il faut qu'il y ait un premier. Non. Ah, merci au Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence d'être le premier. Bonjour Madame la Commissaire, bonjour Madame la Vice-Présidente. Donc Damien Gosséchat, service insertion et logement au Conseil départemental. Donc nous on est très contents de cette démarche. On est très investis sur le sujet de la lutte contre la précarité énergétique. Et je pense que tout le sujet qui était d'avoir à la fois une vision technique des problèmes des bénéficiaires, mais aussi l'accompagnement social qui en découle, on la partage. Et dans les dispositifs qu'on met en œuvre, on met vraiment l'accent sur la question de l'accès au droit, l'accompagnement social et les solutions techniques qui en découlent. Mais là, de manière plus terre-à-terre sur l'actualité, il se trouve que l'État sollicite également les collectivités sur le service public de la rénovation de l'habitat, qui vise un peu à coordonner l'ensemble des politiques publiques en lien avec cela. Il se trouve que en région PACA, la plupart des départements, on est porteurs et coporteurs des espaces Conseil France Rénov, qui sont les portes d'entrée pour monsieur et madame tout le monde sur la rénovation énergétique des logements. Donc, on commence un peu à avoir des effets de structuration et de coordination de ces politiques publiques-là sur les territoires. Donc, j'aimerais savoir, voilà, peut-être que dans un premier temps et assez rapidement, vu que les services de l'État, mais plutôt côté DDT cette fois, nous sollicitent pour ce nouveau pacte de la rénovation de l'habitat. Et vu qu'il y a le pacte de local des solidarités, savoir comment tout ça pourrait se coordonner pour que nos partenaires opérationnels, ben voilà, on puisse aussi les rassurer sur les questions de temporalité de financement et de la manière aussi qu'on puisse structurer correctement sur une période, voilà, disons de moyen terme, les financements disponibles de la part de l'État ou d'autres réseaux. Vous avez cité le SLIM sur lequel on est également porteur d'un SLIM. Et donc, voilà, pour qu'on ait un peu une lisibilité sur des temporalités qui soient les mêmes, parce que sinon, collectivités et opérateurs, on doit régulièrement aller un peu à la chasse au financement et aux dispositifs organisationnels qui sont mis en place. Voilà, merci.
Donc, ce n'était pas vraiment une question, hein, mais c'était voilà, plutôt une remarque sur la coordination des dispositifs qui nous semble important. Oui, je l'ai en tout cas à mon niveau compris comme tel, puisque là, c'est plutôt une question aussi de coordination entre nous, services de l'État, et je verrai avec mes collègues de l'Adréal notamment à refaire passer le message. J'ai pris acte de la nécessaire visibilité, lisibilité, notamment sur les temporalités et la coordination et l'articulation des dispositifs. Dans le pacte des solidarités, on n'est pas sur ce point particulier, même si la question de ma prime rénov', en fait, de l'accès aux droits et des aides qu'il peut y avoir, comme ma prime rénov', tout à l'heure j'ai parlé du chèque énergie, pourrait du coup être un travail particulier, une thématique, hein, et de voir comment ça se construit dans les articulations. Un des gros sujets qui est identifié chez nous, c'est la question du reste à charge pour les plus modestes, parce qu'on sent que de manière générale, qu'on arrive à proposer un accompagnement complet à ces personnes-là, on bute sur la fin du parcours sur mais comment on diminue régulièrement ce reste à charge. Alors, on a mis en place un fonds d'aide aux petits travaux sur le modèle de ce que préconisait Leclerc pour pouvoir justement dégager des petits financements, mais encore une fois, on n'intervient pas, nous, collectivités, à plein sur ce sujet-là. Et on travaille avec notre opérateur. Bon, d'ailleurs, je remercie François Petitpré qui est présent aujourd'hui, un directeur d'énergétique 04, et pour qu'il travaille à trouver des financements auprès de fondations extérieures. Mais on se retrouve toujours au fait que, quand bien même on arrive à solliciter ma prime rénov', quel que soit le niveau de revenu de la personne, on bute sur voilà, comment on fait à la fin pour qu'il y ait des caisses d'avance auprès des artisans, pour qu'il y ait une diminution du reste à charge. Ça, c'est toujours un sujet très compliqué. Je vous remercie pour compléter. Après, je passerai la parole à Virginie, je crois, qui a levé la main. Oui, alors du coup, cette question pourrait être abordée peut-être à une réunion sur l'accompagnement des ménages les plus précaires, voire le financement, parce que sans accompagnement, on ne peut pas chercher le reste à charge. Et puis au niveau du financement, peut-être qu'on pourrait faire intervenir le SACICAP pour toutes ces questions d'avance que n'arrivent pas à faire les ménages les plus précaires, ce qui ensuite bloque les travaux puisque les entreprises ne peuvent pas intervenir. Du coup, j'ai noté ces deux thématiques sur l'accès aux droits et le financement. Virginie ? Oui, merci, pardon. Je fais un peu écho à ce qu'a dit monsieur. Alors, je n'ai pas le nom du conseil départemental 04, pardon, je n'ai pas eu le temps de noter votre nom. Je fais le lien, alors là, je mets 3 secondes, ma casquette de chargée d'animation territoriale du service public de la rénovation énergétique, donc Espace France Rénov', depuis pas mal d'années aussi. Alors, nous, on fait le lien avec les opérateurs ANA, puisque nous-mêmes, en fait, comme il y a des opérateurs sur le territoire, ce n'est pas notre Espace France Rénov', les conseillers qui ont à charge le travail auprès des ménages qui rentrent dans la case ANA. Mais il reste quand même pas mal de ménages pour lesquels on a zéro solution. Du fait d'avoir animé le réseau régional pendant pas mal d'années, j'ai gardé contact avec pas mal de… Puis on a eu quand même des actions avec des territoires et les travailleurs sociaux spécifiquement, qui m'ont repéré comme source d'infos, qui m'appellent pour me demander, voilà, on a tel ménage qui a tel problème, comment on fait? On n'a pas de solution. Et alors bon, je cherche, je fouille, même si je ne suis pas censée faire ça, mais je cherche, je fouille. Effectivement, il y a plein de ménages qui rentrent dans aucune case. Ils ne peuvent pas être pris en charge dans le cadre d'un opérateur ANA, via un opérateur ANA, parce qu'ils ne rentrent pas dans les clous. C'est par exemple beaucoup des gens qui sont dans le logement social, pour lequel en fait il y a la barrière du bailleur social. S'il n'a pas lui-même d'action, on est coincé. Voilà. Donc moi j'ai quand même quelques sollicitations de travailleurs sociaux qui se retrouvent avec pas de solution pour leur ménage. Voilà, donc on fait ce qu'on peut, on arrive à trouver des solutions pour de la rénovation. On est vraiment sur un dispositif amélioration de l'habitat pour les ménages qui rentrent dans les cases ANA. Mais pour les autres, il y en a quand même plein d'autres pour lesquels donner des infos sur les ampoules basse consommation ou éteindre l'eau, bon, voilà, c'est un peu limitant, quoi.
Voilà, donc niveau terrain, il y a cette demande encore. Merci Virginie. Oui, ça me semble important en fait de rebondir quand même, y compris dans les thématiques, sur ce que le conseil départemental du coup nous a souligné, cette question du reste à charge. Hein. Je pense que en prenant ma prime rénov, hein, mais il y a d'autres restes à charge. Mais bon, dans les thématiques, c'est une vraie question. C'est un vrai problème, ce dernier kilomètre dans nos mesures de dispositifs pour les personnes précaires. Oui, ça mériterait peut-être d'être creusé sur une séance particulière. De voir comment on peut le travailler, de voir la question de la possibilité, quel type de dispositif en termes d'avance des aides, peut-être aussi, ça pourrait nous donner des pistes sur les plans locaux des solidarités pour les années à venir. Mais je le pointe aussi, ce reste à charge, et je pense que c'est un vrai sujet. Après, on verra ce qu'on peut faire dans le cadre de cette politique particulière ou ce qui relève du plaidoyer et de préconisation pour d'autres politiques. Mais en tout cas, c'est un sujet. Et sur ma prime rénov, je me permets de dire, pour l'avoir vu dans d'autres contextes, qu'il y a la question du reste à charge, mais il y a la question aussi des modalités qui ne sont pas forcément toujours très accessibles pour des publics précaires. C'est souvent trop complexe, c'est souvent long. La question de la temporalité, qui quand on est dans des situations de précarité, est encore plus difficile à vivre quand ça prend 1 an et que ça vous met dans des positions différentes, difficiles dans l'attente. Et évidemment, la question parfois de décalage entre ce qui est dit au départ et la réalité de la prise en charge à l'arrivée. Et là, ça, c'est des questions de droit d'action. Tout à fait, merci. Marie-Maude du GRS. Je crois que la main est levée. Oui, merci. Donc déjà, merci pour la création de ce réseau qui effectivement fait écho à ce à quoi on avait déjà participé avant avec Ecopol et notamment Virginie. Par rapport aux questions que nous on se pose, et plutôt, enfin, au-delà de la question qu'on se pose, c'est comment intervenir, et une difficulté qui reste très très importante, notamment à Marseille, c'est les locataires, donc soit du parc privé ou du parc public. C'est des interventions qui sont vraiment plus lourdes, et nous, comment favoriser la médiation avec les propriétaires pour qu'il y en ait beaucoup plus que ce qui se fait aujourd'hui, pour que les propriétaires puissent réaliser des travaux, et également la mise en place de fonds travaux pour ce qui est hors ma prime rénov, hors les dispositifs, on va dire, de droit commun. Voilà, c'est une thématique qu'on essaye de traiter, mais voilà, qui est vraiment à amplifier et qui serait certainement intéressante à traiter dans ce réseau. Merci. Merci. Donc là, on est plutôt sur l'accompagnement d'une typologie de public particulière, du coup, celle des locataires. Je vois une main levée. Alors, excusez-moi, je vous appelle par votre petit prénom, monsieur ça, Thibault. Je vois une main levée. Oui, bonjour. Bonjour, Thibault Pourbet. Je suis le directeur de l'IRFED, Institut régional de formation à l'environnement et au développement durable, qui est une SIC, adhérente historique de la CRES, évidemment. Voilà, ça c'est pour souligner l'importance de la CRES, et je me réjouis que la CRES s'empare de ces sujets dans ses axes de travail dédiés à la transition écologique. Nous l'IRFED, notre raison d'être, c'est d'œuvrer au développement des compétences au service de la transition écologique et du développement durable. Et on développe depuis une quinzaine d'années une approche globale transfilière. Hein, donc, on travaille sur tout un ensemble de sujets liés au développement durable et à la transition écologique par le développement des compétences, donc c'est-à-dire des actions de formation, mais également par des études, des recherches et des expérimentations à l'échelon régional, mais également européen. Donc, moi aujourd'hui, je viens plus pour être dans une logique de proposition et de contribution, entre guillemets, à notre modeste échelle, puisqu'on n'est pas des spécialistes de la transition énergétique,
Et puis, il y a des spécialistes autour de l'écran. Je ne suis pas un pouvoir public, donc je n'ai pas la même posture d'impulser des orientations stratégiques ou des mesures à l'échelon régional ou national. Donc nous, on est plutôt dans une offre de service à vous proposer, c'est-à-dire dans le champ du développement des compétences. Nous, on est prêt à contribuer à faire en sorte que les différentes catégories de personnes qui ont été citées là depuis tout à l'heure, j'ai entendu qu'on parlait d'accompagnateurs, j'ai entendu qu'on parlait de travailleurs sociaux, j'ai entendu qu'on parlait des habitants eux-mêmes, hein, les premiers concernés. Nous, notre métier, ça peut être d'accompagner ces gens-là à développer des compétences pour mieux appréhender les enjeux de la transition écologique et du développement durable au service justement d'un meilleur mieux vivre ou bien vivre dans leur logement. Voilà. Ça peut être la place que l'IRFED pourrait avoir dans ces espaces de concertation et après dans la mise en œuvre d'actions opérationnelles, puisque, à mon avis, c'est ce qui est le plus important, c'est qu'après, nous soyons dans l'opérationnalité. Voilà, je vous remercie. Merci Thibaut, désolée, je n'avais pas vu que c'était toi qui voulais intervenir. Voilà. Maintenant, je te vois à l'écran. Oui, on avait évoqué à l'occasion d'échanges avec Yolande aussi cette question du développement de compétences, de formation, d'accompagnement, que ce soit des acteurs de l'accompagnement ou même dans le cadre de la réalisation de travaux. Donc, merci beaucoup. C'est ce qu'on attend du réseau, que vous puissiez venir témoigner. Et donc, je reviendrai vers toi très, très vite, Thibaut. Avec plaisir. Merci beaucoup de la proposition. Alors, du coup, 2 interventions. Alors, je vois Guillaume et Kéra. Je vous prie de m'excuser, mais… Alors, je peux prendre la parole? Oui, je vous en prie. Guillaume Simonet du CEDER. Nous, on intervient dans le nord du Vaucluse, dans le cadre du SLIM départemental. Moi, du coup, après l'intervention de Marie-Maude, moi, je pensais, quand elle parlait des locataires, que ce soit de bailleurs publics ou de bailleurs privés, alors je sais… Elle est plus côté enfant. Je pense que quelqu'un a le micro ouvert, ou je vous en prie, reprenez. Et oui, et quand on parle de locataires, que ce soit de bailleurs privés ou publics, moi, c'est vrai que j'ai souvent le cas quand je veux, motiver les propriétaires de mon rôle de petit opérateur, je n'ai pas beaucoup de poids, et je me demande si au niveau d'un réseau, justement régional, on ne pourrait pas… alors, c'est peut-être pas faire pression, mais en tout cas, avoir plus de poids comme interlocuteur avec, d'un côté, éventuellement les bailleurs sociaux, parce que là, on serait nombreux à pouvoir les interpeller là-dessus. Et peut-être sur les bailleurs privés, moi, j'ai toujours eu le rêve de réussir à travailler avec les agences immobilières ou ce genre de choses. Voilà. Je me demande si ça n'a pas un intérêt en collectif d'aller appuyer là-dessus. Merci. Au niveau des bailleurs sociaux, donc l'ARHLM et les bailleurs sociaux ont été invités à rejoindre le réseau. Au niveau des agences immobilières, écoutez, c'est une très, très bonne idée. Pourquoi pas au moment où on abordera alors, vraiment la thématique propre aux médiations pour inciter les bailleurs à réaliser des travaux. Ça serait peut-être très, très intéressant, oui, de les inviter à rejoindre le réseau. Je vous remercie de cette proposition. Et je la note tout de suite. Kéra, du coup, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, en fait, moi, je voulais vous un peu insister sur l'aller vers. Donc, très bien le réseau, très bien l'organisation, très bien tout ce qu'on peut structurer, mais reste l'aller vers. On parle beaucoup d'aller vers, mais on ne va pas trop aller vers. Voilà, et juste une information aussi. Toute la semaine, nous sommes sur Port-de-Bouc, justement dans le cadre des points conseil budget. Et pour ceux qui connaissent le HAPI, qui est un dispositif qui s'appelle Habitat pédagogique itinérant,
Donc, nous sommes juste sur la place, en face de la mairie. Et donc, l'aller vert, il est fondamental. Voilà. Donc, bien insister et ne pas oublier de partir surtout du terrain. Et c'est pas facile, attention, hein, mais sans le terrain, sans donner des moyens sur le terrain, il n'y a plus de raison d'avoir un réseau. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Merci beaucoup. Je crois que Virginie a relevé la main. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, alors je rejoins Kéra. Bonjour Kéra. Effectivement, nous, une des raisons qui a fait qu'on a aussi un peu ralenti, si je puis dire comme ça, le réseau, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même pas mal d'argent qui est mis pour financer un réseau, etc. C'est très bien. Mais quand on voit que du coup, à côté, il y avait très peu d'actions qui étaient financées au bénéfice direct des ménages, on s'est dit quel sens ça peut avoir. Voilà. Je voulais rebondir sur deux choses rapidement. Par rapport à l'approche des bailleurs sociaux, j'ai mis en lien à Anne-Claire un guide qu'on a réalisé, un guide méthodologique sur comment intervenir lors de réhabilitation énergétique auprès des habitants pour les bailleurs sociaux. Et puis, je voulais parler, donc ça date un peu, mais la méthodo, elle est quand même bien carrée et c'est très intéressant comme différents moyens d'intervenir. Il y a des éléments d'évaluation qualitative, quantitative, etc. Enfin, voilà, je vous inviterai à aller le lire via le lien. Et je voulais parler aussi par rapport aux agences IMO. Nous, on a développé, alors avec l'Agence locale de l'énergie du climat de Marseille et le CPIE, un programme qui avait été développé par Leclerc il y a quelques années déjà, qui s'appelait le programme Actimo, et que nous, on a fait perdurer là, du coup, actuellement. Ça s'appelle Actimo 13. Le principe, c'est alors plus sur la rénovation énergétique de l'habitat que sur la précarité énergétique. Mais ceci dit, la méthodo, elle peut être très intéressante et ça n'empêche pas du tout d'en parler. Donc, il y a 2 salariés actuellement répartis sur l'ALEC et le CPIE qui travaillent sur cette question de la mobilisation des agences immobilières. Donc, on a des contrats, des chartes signées avec les différentes agences immobilières, les notaires et les banques aussi. Voilà. Donc, il y a un programme avec une méthodo. Il y a des ressources sur le territoire qui existent. Il faut s'en saisir. Alors, là, c'est à l'échelle de la métropole Aix-Marseille, mais sinon, il y a Régis Vogliaso de l'ADEME, qui travaille à l'ADEME et qui a travaillé qui a développé ce programme, qui peut être contacté, et c'est son travail maintenant à l'ADEME il sera ravi de venir faire part de cette méthode auprès de ces acteurs-là et comment intégrer la notion de précarité énergétique un peu plus. Ça n'empêche pas, au contraire, quand on parle de réno, d'aller un peu plus loin sur ces questions. Voilà, donc il existe un programme, il ne faut pas hésiter à s'en inspirer. Voilà. Merci Virginie pour toutes tes contributions, à savoir les documents que tu envoies et les tuyaux que tu donnes. Tout comme Thibaut, je reviendrai très très vite vers toi. Et effectivement, c'est intéressant de voir déjà les personnes qui pourront interagir avec nous tous lors des prochaines réunions. L'objectif étant vraiment de se faire une réunion de travail et pas un grand exposé absolument pas concret. Je ne vois plus de mains levées. Donc, au niveau des thématiques qui pourront auxquelles pourront s'ajouter bien évidemment d'autres sujets. On a donc l'aller vers avec les questions en lien avec les questions de repérage. On a les questions d'accès aux droits. On a les questions de reste à charge. Et on a les questions de aussi le développement des compétences, peut-être dans l'accompagnement des publics les plus précaires. Voilà déjà au niveau des thématiques que l'on a. Donc, je disais, bien évidemment, les thématiques ne s'arrêtent pas là. Dès la prochaine réunion, on pourra voir ensemble, en travailler d'autres. L'idée étant que les sujets émergent de nos échanges. Au niveau du fonctionnement, donc nous vous avons proposé, une réunion mensuelle à concurrence d'une fois par mois à compter du mois de septembre. Est-ce que pour vous, ça conviendrait ?
Est-ce que vous trouvez ça trop rapproché, pas suffisamment rapproché? Je sais que les agendas de tout le monde sont très contraints, qu'on est tous conviés à des réunions à droite à gauche, ou le format visio un peu plus simple. Donc déjà, au niveau de la temporalité, est-ce que ça vous convient? Et ces formats d'1 heure, 1h30, est-ce qu'il y a des horaires, c'est très très concret ce que je demande, des horaires qui seraient plus confortables pour vous, peut-être en début de matinée pour ne pas être interrompu, en milieu de journée. Donc là, je vous laisse pareil, je vous laisse la parole pour voir ce qui vous convient le mieux. Voilà, l'idée étant qu'on se retrouve le plus régulièrement possible sans que ce soit une contrainte pour vous. Alors, cet horaire est idéal. Du coup, ça, c'est Olympio. Marie, du coup, tu as levé la main. Oui, bonjour, Marie de l'Avenir Saint-Louisien sur le Pontet. Donc, nous, on est favorable à ces réunions mensuelles, que ce soit par visio, plutôt par visio, parce que vu qu'il y en a beaucoup qui viennent du 13 et que nous, on est dans le 84, et aux heures ou en début de matinée ou en début d'après-midi, 13h30, c'est très bien. Merci pour votre témoignage. Pour tout le monde, les horaires, je le vois, en début d'après-midi, c'est très bien. Oui, bah, écoutez, ça a l'air de convenir à tout le monde. C'est parfait. Donc, on va être sur cet horaire-là. Au niveau du calendrier, donc j'ai dit plutôt, on serait plutôt en démarrage au mois de septembre, histoire de nous laisser passer cette fin de semestre un peu compliquée pour tout le monde. Et voilà, je crois qu'on a tout vu. Au niveau des thématiques, on les a vues ensemble, les 14h28. Et il y a un petit message, nous disons et nous invitons à programmer une rencontre régionale. Évidemment qu'à un moment donné, on se réunira pour justement, au terme de notre cycle de webinaire, pouvoir passer à une phase en présentiel, à faire un peu des constats communs et des préconisations et à partager tout ce qu'on aura pu partager déjà dans le cycle de webinaire. Donc oui, il y aura une rencontre régionale. Oui, tout à fait. Je vous remercie de le souligner parce que c'est important à un moment donné. Là, c'est bien au travail, mais c'est aussi important de se rencontrer et de voir les états d'avancée pour se motiver aussi pour la suite. Et donc que ce réseau perdure le plus longtemps possible. J'ai vu une intervention qui disait que ce serait bien que ce soit des rencontres régulières, à savoir, je crois avoir vu très rapidement le 3e jeudi du mois. Donc ça, si vous voulez, on peut rester sur le lundi et après, dans le compte-rendu qui vous parviendra, on définira ensemble avec Yolande Eskenazi peut-être le bon lundi. Exactement, le bon lundi. Voilà, vous avez des questions? Pas d'autres interventions? Johanna Boiré, ma collègue de la délégation interministérielle, tu peux dire un mot? Oui, peut-être pour conclure, j'ai écouté avec attention les propositions des participants et moi j'avais 2 messages. Déjà, je voulais saluer l'originalité de la démarche de réunir des acteurs de monde qui sont parfois un petit peu éloignés et Yolande l'a beaucoup rappelé, l'intérêt du pacte et moi de mon travail au niveau national. C'est bien de se faire rapprocher ces acteurs qui évoluent parfois un petit peu côte à côte, de créer les occasions de la synergie. Et je pense que là, vous les créez tout à fait. Et j'ai pris bonne note aussi des thématiques que vous avez choisies et vous dire que nous aussi au niveau national, ce que vous allez travailler là au niveau local va beaucoup nous intéresser. Et puis après, moi, mon rôle en m'appuyant sur Yolande sera peut-être de souffler un peu cette idée à d'autres régions pour qu'elle soit éventuellement, que ce type d'expérience soit réitérée sur d'autres territoires. Donc, moi, je continuerai à suivre avec intérêt vos travaux. Merci beaucoup. Bien. Eh bien, écoutez… Juste, je me permets, je te prie de m'excuser. Oui, il y aura un compte-rendu de séance, j'ai vu ça dans les questions. Et en plus de ça, pour ceux qui n'ont pas pu participer, c'est enregistré. Donc, ça sera mis aussi en ligne en réseau, ce qui vous permettra aussi, si d'aventure vous veniez à manquer une prochaine réunion, de toujours pouvoir suivre les travaux. Voilà, pas de contraintes. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger, faire ce que nous avons fait
aujourd'hui et qui a plutôt bien fonctionné, c'est-à-dire une envie de, voilà, d'être porteur de solutions, d'être témoin et d'avoir envie que les choses avancent, ce que j'ai ressenti à travers nos échanges et je vous en remercie. Voilà, bah écoutez, vous redire mes remerciements pour votre mobilisation d'aujourd'hui, mais je l'ai bien entendu et c'est le plus important aussi de demain et à très bientôt. À bientôt, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Qui c'était qui commence à appeler là de tous les côtés? J'ai eu un appel. J'espère que c'est